Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV pour une nouvelle sortie de votre programme préféré, Le Monde en Relation. J'espère que vous portez comme des charmeurs. Nous sommes en début de week-end et j'espère justement que les programmes prévus pour ce week-end vous permettra de recharger les batteries épuisées tout au long de cette semaine parce que beaucoup ont travaillé. Et pour ce week-end, il faudra un peu se détendre, peut-être des balades, un petit voyage. Ça dépendra de vous, juste pour vous à recharger les batteries. Alors, nous sommes là pour entretenir nos relations avec vous comme d'habitude. On espère que vous êtes bien installés devant votre petit écran. Alors, celle qui est là aujourd'hui pour entretenir vos relations, elle est nouvelle, c'est un nouveau visage. Francine étant indisponible pour quelques raisons, Noël est avec nous sur ce plateau. Noël Ngombe, comment tu vas? Je vais bien, Landry, Pierrette, Amasaouga. Bon début de week-end, c'est vendredi. Ah oui, le week-end débute ce soir. C'est vendredi, le week-end débute ce soir. C'est une occasion pour plusieurs personnes d'aller se défouler en boîte et pour d'autres de se reposer, comme ça sera le cas pour moi, me reposer. Un petit voyage, peut-être à Kribi, à Douala, je sais pas trop, ça te dit pas? Peut-être un petit voyage dans mon village. Ouais, par exemple, peut-être aller au champ, observer peut-être la forêt, observer peut-être. Il y a des fleuves dans ton village, par exemple, il y a des cours d'eau? Bon, des cours d'eau, non, mais il y a quand même de belles étendues, de vastes étendues. C'est-à-dire la forêt, tu respires de l'air pur. De l'air pur, merci, de l'air pur, ce qui n'est pas toujours le cas ici. Donc, ça fait du bien de temps en temps d'y aller. Ah, d'accord. On espère également que pour nos téléspectateurs à la maison, comme on le disait, vous avez prévu beaucoup de choses pour ce week-end. Parce que pour nous, ici en studio, nous avons prévu beaucoup de choses pour passer un agréable week-end. On pense à tous nos fan clubs, Bafia, Kousseri, Douala, Kribi, alors Boyamba, c'est du côté de mon village, et également ceux de la diaspora. On leur fait un clin d'œil pour ce début de week-end. Alors, pour ce vendredi 12 novembre 2021, nous allons accueillir sur ce plateau en qualité d'invité Monsieur Biloua Olivier. Il est écrivain et interprète. C'est un jeune. Il viendra nous parler de l'écriture, il viendra nous parler du livre, parce que de nos jours, on a tendance à dire que, à faire savoir que les jeunes ne lisent plus, alors les Camerounais en général ne lisent plus, mais on a des auteurs qui se font connaître du jour au jour, on a des auteurs qui ne cessent d'écrire, on a des auteurs qui gardent leur plume. Alors avec lui, nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant de l'accueillir, nous allons également faire un clin d'œil à maman Angèle et à papa Jean-Marie qui nous regarde depuis Bafia. On pense comme ça à Julien également, à Patricia, Nathan, tout le monde qui nous regarde de ce côté-là. Alors, il est l'heure de prendre la première rubrique vue sur la toile. On va faire un tour et puis on se retrouve derrière.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau après ces images qui nous ont arraché un sourire. Hein. Alors, un homme qui veut réussir, un homme qui aime investir a besoin d'une femme qui a une vision, pas d'une femme immature. À quoi, ou bien qui aime le luxe, à quoi déjà renvoie une femme immature, Noël? Est-ce que une femme immature, ça se reconnaît comme ça, sur le visage c'est écrit, voilà, celle qui passe là, ou alors, je sais pas, elle est immature, voilà, celle qui est mature, il faudrait prendre celle-là au lieu de celle-là. C'est quoi déjà une femme immature? Bon, déjà, c'est pas facile de reconnaître une femme immature à première vue. Pour cela, pour que un homme puisse se rendre compte qu'il a en face de lui une femme immature, il faudrait bien qu'il puisse côtoyer cette dernière pendant un moment, et c'est à partir donc des habitudes, du comportement de cette femme qui va se rendre compte que là je fais face à une femme immature. Et quand on parle de comportement, on fait allusion à quoi? On fait allusion par exemple à ces femmes là qui accordent un intérêt fou déjà à leur apparence physique, au détriment peut-être de l'investissement dans le sens de faire évoluer leur couple. On fait également allusion à ces femmes-là qui s'intéressent davantage aux choses, aux choses passagères, telles que peut-être sortir, aller en boîte de nuit, aller au resto avec des copines, je sais pas, des trucs comme ça là. Mais alors, est-ce que aimer le luxe, ou alors est-ce qu'aimer les sorties, c'est renvoie à l'immaturité? Est-ce que c'est ça vraiment qui détermine l'immaturité? On peut aimer le luxe et investir, on peut aimer le luxe et aimer investir, on peut aimer le luxe et accompagner son homme dans sa vision, dans sa démarche, c'est-à-dire investir. Et puis on peut dire, bon voilà, chérie, si on a tel revenu, peut-être on choisit par mois de sortir peut-être 2 fois par mois, ou bien 2 week-ends autant pour moi, en un mois. Hein. Ça nous permet également de se détendre, de ne pas avoir des envies qui pourront nous conduire peut-être à faire ci ou ça de mauvais. C'est pas toujours aimer le luxe. Moi, je pense pas que c'est toujours ça renvoie directement à l'immaturité. Bon. On peut aimer se sentir bien, on peut aimer se balader, mais on est également focalisé sur d'autres choses telles que l'investissement, tel que construire et faire évoluer sa relation, par exemple. C'est vrai que aimer le luxe n'est pas toujours synonyme d'immaturité, mais il y a certaines femmes qui ne comprennent pas qu'il faut faire avec les moyens mis à disposition. Il y a certaines femmes qui veulent toujours aller au-delà des moyens que leur partenaire ou leur mari a. Donc, elles ne comprennent pas que à un moment donné, il faut savoir, je sais pas, gérer le peu qu'elles ont. Et généralement, elles sont influencées peut-être par des copines, par des voisines. Elles ne se rendent pas compte que peut-être les moyens qu'elles ont, c'est pas pareil que les moyens que peut-être la copine peut avoir. Donc, on peut aimer le luxe, mais savoir gérer le peu de moyens mis à disposition. D'accord. On a également l'autre image, hein, quand on joue au foot avec l'enfant que notre femme a eu par infidélité. C'est pour dire quoi? Les femmes, quand une femme est victime d'une infidèle, elle n'a pas le droit, elle n'a plus le droit d'avoir la vie, ou alors cet enfant qu'elle a eu par infidélité là mérite d'être maltraité, d'être menacé, d'être torturé par son homme, ou alors Non, c'est vrai que l'enfant déjà, dans ce cas, l'enfant n'a pas demandé à l'aide. Voilà, il n'est pour rien, mais c'est grave qu'une femme soit infidèle au point d'avoir un enfant et tout ça là et revenir, parce que déjà on sait tous que les hommes sont ils sont très jaloux. Un homme, c'est pas facile pour un homme de supporter l'infidélité, d'accepter l'infidélité de sa femme. Jusqu'à concevoir, à accepter, de vivre, d'éduquer cet enfant, l'enfant qu'elle a eu par infidélité. Effectivement. Voilà, jusqu'à accepter à éduquer cet enfant, à le nourrir, à l'envoyer à l'école, à le soigner, à prendre soin de lui, comme si rien n'était vraiment. C'est très difficile, hein, très difficile. On va rappeler que vraiment, l'infidélité de la femme est très difficile à pardonner. Par contre, pour l'homme, et même dans nos familles en Afrique, on va vous dire, quand tu vas pour une femme elle va aller se plaindre dans sa famille que mon mari est infidèle, ou alors mon mari m'a trompé, on va la consoler, on va lui dire tiens voilà, ce sont les réalités du mariage, ce sont les réalités de la vie, parce qu'un homme parfois est appelé à avoir plusieurs femmes, un homme parfois est appelé à être polygame. Par contre une femme non, c'est c'est pas encore possible, ou alors c'est pas encore accepté dans notre culture africaine et camerounaise pour une femme d'avoir plusieurs maris à la fois, de se marier avec plusieurs hommes. Donc c'est vraiment très compliqué. Et surtout que déjà ce
ce n'est déjà pas évident pour un homme d'élever un enfant qu'une femme a eu avant de le rencontrer. C'est-à-dire qu'une femme qui vient en mariage déjà avec un enfant qu'elle a eu quand elle ne connaissait pas encore son mari. Combien de fois, à plus forte raison, un enfant que tu as eu pendant que vous étiez déjà mariés, c'est assez compliqué. On va donc juste attirer l'attention des femmes que quand vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà en couple, vous vivez déjà dans la même maison avec un homme, faites très attention aux jeux brutaux, comme on dit sur quartier, voilà, les jeux cassables. Faites très attention vraiment à ne pas trébucher, faites très attention. L'infidélité, c'est pas pour la femme vraiment. Que les femmes restent dignes, que les femmes gardent leur valeur. Alors on va terminer par une dernière image. Quand on vous demande d'investir dans vos villages, vous refusez, vous dites qu'il y a la sorcellerie de ce côté-là. Et on voit un homme qui va dans son village, il n'a pas construit, mais il s'en va faire la fête, il organise la fête quand même dans son village. Et pour aller aux toilettes, c'est assez compliqué. On nous montre là à travers l'image, peut-être grâce au concours de la réalisation, on va revenir dessus. Il a envie d'aller aux toilettes, on peut voir les toilettes, à quoi ça ressemble, et son poids, c'est impossible pour lui d'entrer sans difficulté aux toilettes. On pense quand même que ça renvoie à la précédente image. On pense quand même que investir est très important. Effectivement. Que ça soit en ville, que ça soit dans son village, parce que quelle que soit la manière, quel que soit le moyen, on finit toujours par revenir sur cette terre, que ça soit mort ou encore vivant ou alors malade, on finit par revenir sur cette terre. Donc, on pense que c'est très important de se construire au village, parce que voilà, on a quelqu'un qui a organisé une cérémonie, mais il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de toilette, et vous invitez par exemple des amis dans votre village pour cette cérémonie-là. Comment vous allez vous sentir si vous n'investissez pas? Donc, on comprend que c'est important d'amener son homme à investir, et investir même aussi pour soi, la femme. On ne va pas rester en couple, on va dire, bon voilà, on est deux, l'homme à investir dans son village, et puis chez nous, là, ça reste comme ça. Effectivement, ça peut peut-être faire rire, c'est peut-être drôle, mais c'est une réalité et c'est un problème. Et moi, je dis toujours que la faute aux femmes, vraiment, que les femmes là me pardonnent, mais la faute aux femmes, parce que quand un homme ne parvient pas à construire chez lui, moi j'en ai eu des cas comme ça, là, quand un homme ne parvient pas à construire chez lui, alors il faut indexer la femme, parce que généralement, elles vous mettent la pression. Non, il faut construire en ville. Non, il faut, dans la plupart des... Autre chose, même, on va voir, il n'a même pas construit village, même en ville, il n'a pas construit. Mais la femme lui met la pression pour autre chose. Voilà pourquoi, dans des familles, c'est souvent difficile d'accepter certaines femmes. Tu vas écouter, on va te dire, ma belle-sœur, elle est comme ci, elle est comme ça. Une femme va te dire, dans ma belle famille, vraiment, je suis pas acceptée. Ça dépend aussi, du rendement elle donne. Comment est-ce qu'elle gère son mari, leurs frères, leurs fils, qu'est-ce qu'il devient. C'est ça aussi qui parfois pousse les belles familles à mal se comporter avec les belles filles. Alors, Noël, il est l'heure d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé à côté de nous. Je le vois sourire pendant nos petits commentaires. Il avait envie de parler. On va lui donner l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Lui, c'est Olivier Billois. Il est écrivain et jeune interprète. Alors, grâce au concours de la réalisation, on l'accueille juste après ceci. Nous sommes de retour sur le plateau, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes toujours confortablement installés devant votre petit écran à la maison. Alors, Olivier Billois, jeune écrivain et interprète, il est avec nous ce soir. Bonsoir Olivier et bienvenue. Oui, bonsoir Langry, Pierrette et Noël, mademoiselle Noël. Bonsoir. Alors, on espère que vous vous portez comme un charme. Oui, justement, raison pour laquelle je suis là. Cela prouve que si je ne me portais pas ainsi, je ne serais pas venu. Le sourire témoigne d'abord la couleur de la cravate de rouge, l'amour, la positivité, l'énergie, ces couleurs associées à du blanc. Ça témoigne d'ailleurs que vous allez très bien et que vous êtes plein d'énergie pour ce week-end qui s'annonce whisky, soda, champagne. Justement. D'accord. Alors vous êtes jeune écrivain et interprète. Alors dites-nous, d'où nous vient Olivier Billois, qui est ce jeune écrivain-interprète? Bon, Olivier Billois, c'est un Camerounais, un jeune Camerounais.
qui est passionné de l'écriture depuis la classe de 5e. Ouais. Donc, il a commis son premier ouvrage en 2019 intitulé Dans les doutes, c'est un recueil de poèmes. Et je suis déjà à mon 2e livre. Oui. En fait, c'est un roman qui fait l'objet de la présentation ce soir, D'accord. intitulé Le silence des fauchés. Le silence des fauchés. Alors, Cameloun, c'est comme ça que ça se prononce. Ça nous rappelle l'appellation de nos grands-parents. Moi, j'avais ma grand-mère paternelle qui avait souvent l'habitude de dire Cameloun, tu vas tout nous montrer. Alors, je vois cela inscrit sur l'ouvrage que j'ai entre mes mains. C'est un ouvrage, c'est un roman. Voilà, c'est un roman, Le silence des fauchés. Alors, à quoi renvoie ce titre, Le silence des fauchés? Voilà, ce titre est vraiment accrocheur. Ouais. Il renvoie à la société actuelle. Vous savez, la société actuelle déteste les pauvres et les fauchés. D'accord. Donc, je vous dis la société de cette époque. Alors, le silence des fauchés nous renvoie à... Il y a des riches et des pauvres dans la société camerounaise. Et alors, les pauvres on a tendance à maltraiter les pauvres. Anéantir les pauvres. Oui, justement. Et pourtant, ils ont vraiment des bonnes choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à apporter à la société. Mais leur point de vue est négligé. Même dans les familles. Oui, exactement. Dans la société. Pourquoi? Parce que c'est le finance qui déborde, qui commande, il faut l'argent. Ouais. Donc, ce qui fait donc que beaucoup se battent. Vous voyez même l'illustration. Ouais. Beaucoup en image, on a là la première de couverture. On a le pied. C'est le pied d'un riche et le pied d'un pauvre. Pas forcément. Oui, on peut dire à première vue, c'est ça. Mais un riche, un pauvre aussi peut devenir riche. Ouais. Vers le concret, il part de la pauvreté pour la richesse. La richesse, justement. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, d'où vous vient cette inspiration d'écrire sur le silence des fauchés à travers le petit résumé qui est inscrit derrière l'ouvrage? On constate que c'est l'histoire d'une famille assez pauvre, d'un jeune couple déjà depuis la classe depuis le lycée, qui se connaissaient depuis le lycée, puis arrivés en faculté, qui sont séparés brutalement parce que la jeune fille est donnée à mariage de force par sa marâtre. Et puis, pas moyen de dire, de refuser, pas moyen de dire non, tout simplement parce que son petit ami qu'elle avait, c'était un jeune garçon pauvre qui n'avait rien à lui apporter. Alors, cette inspiration-là, c'est une histoire vraie ou alors une imagination? Puisque là, nous sommes dans le roman. Justement, il est certes vrai qu'on dit que la fiction domine dans le roman. Exactement. Mais pas forcément. Ceci est une histoire réelle. Ça, c'est vraiment... je suis témoin de cette histoire parce que je l'ai vécu de bout en bout. C'est vous, par exemple? Est-ce que ça ne serait pas vous? Bon, c'est pas forcément moi, mais quelqu'un de très proche. Oui, justement. D'accord, ok, allez-y. Quelqu'un de très proche. Donc, c'est pourquoi j'ai observé la personne et j'ai vu que c'était une histoire intéressantissime dont il fallait vraiment immortaliser. Raison pour laquelle j'ai écrit ce roman. D'accord. Alors, depuis que vous avez écrit ce roman, Le silence des fauchés, est-ce que c'est juste la seule histoire qui vous a inspiré ou alors, en dehors de cela, vous avez eu à rencontrer d'autres situations comme ça, vous avez eu à observer d'autres situations comme ça dans la société qui vous ont poussé à écrire, dire, bon voilà, ça voudrait dire que les cas sont récurrents, ça voudrait dire que c'est pas la seule personne qui est victime de ce genre de situation. Beaucoup sont victimes, beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance d'être nés dans des familles très riches. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on retrouve tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui se sont ajoutés dessus? Justement, il y a vraiment des cas, une pléthore, parce que j'en ai écouté beaucoup de gens, beaucoup de mes amis. Donc, c'est vraiment une pluralité, d'où il m'est venu à cœur, n'est-ce pas, puisque j'ai vu que c'était la majorité qui en souffrait. Oui. Si c'était la minorité, je n'aurais pas peut-être pris cette peine. Et puisque c'est la majorité, raison pour laquelle je l'ai fait. Donc j'ai écouté beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en sont victimes. Raison pour laquelle j'ai voulu mettre ça, j'ai voulu creuser cet abcès, s'il faille s'exprimer ici. Alors Noël, des questions pour notre auteur? Alors, le simple fait de lire le titre, Le silence des fauchés, ça
ça aiguise déjà mon appétit, ça me donne déjà l'envie de lire le livre. Mais puisque fort heureusement, je vous ai en face de moi, je vais d'abord prendre un apéritif en essayant de comprendre avant de pouvoir lire votre livre. Quand vous dites, en fait, dans le contenu du livre, Le silence des fauchés, ce que vous avez mis à l'intérieur, ce que vous avez gardé pour nous à l'intérieur, c'est dans la mesure, je sais pas, de galvaniser les fauchés de façon à les amener à comprendre que on peut être fauché aujourd'hui et demain ne plus l'être. Ou alors vous vouliez tout simplement apitoyer les fauchés sur leur sort. J'aimerais comprendre. Ok, merci pour la belle question. Ce n'est pas pour apitoyer les fauchés dans leur sort, c'est justement pour décrire la misère sociale et afin, n'est-ce pas, de montrer aux fauchés qu'on peut être fauché aujourd'hui. Vous voyez comme comme c'est illustré là, mais à bout d'efforts, en faisant beaucoup d'efforts et en gardant espoir et confiance, on peut passer de l'autre classe sociale. Donc ce n'est pas une fatalité, on peut le faire en travaillant dur. C'est-à-dire on peut changer de statut. D'accord. Alors, est-ce que, en regardant justement l'image, en regardant justement l'ouvrage, les couleurs, alors est-ce que ces couleurs ont été choisies au hasard, par exemple, le bleu, on a du bleu, on a un ciel là qui s'assombrit, on a du bleu à côté, les couleurs, ces couleurs choisies, c'est pourquoi? Pourquoi pas le noir, justement, parce qu'on parle là de tristesse dans l'ouvrage, mais on a choisi plutôt du bleu avec un ciel assombri. Justement, c'est pas le noir parce que le bonheur domine dans le monde. Le bonheur domine dans la société. Si vous remarquez bien, c'est un ciel beau et cela prouve qu'il y a le bonheur pour tout le monde. Et alors, pour que tout le monde accède donc à ce bonheur, il faut travailler, il faut mettre du paquet. Et c'est aussi une interpellation pour ceux qui en ont, qu'ils ne doivent pas faire obstacle. Ils ne doivent pas être encore opaques pour ceux qui se battent, pour ceux qui se cherchent. Quand vous entrez ici, vous allez constater que c'est un vieil avocat sataniste qui vient s'interposer dans une relation où deux jeunes élèves s'aiment. Ouais. Vous voyez, parce qu'il a autant de moyens, il veut maintenant, et il veut donc profiter de la pauvreté de la famille de la jeune fille. Alors, il vient donc corrompre toute la famille avec les faramineuses sommes d'argent. Vous voyez, donc c'est faire obstruction à celui-là, à un jeune qui veut évoluer. Donc, c'est pas au hasard, c'est qu'il y a du bonheur dans le monde et tout le monde peut y avoir si on travaille. Dieu a tout prévu pour nous. D'accord. Parlant du processus d'édition, combien de temps ça vous a pris pour écrire cet ouvrage? Voilà, cet ouvrage m'a pris environ 3 ans. Wow. Justement, parce que c'était pas facile. Déjà, j'étais habitué à faire de la poésie. Maintenant, quand je change de genre. Oui, ce sont mes lecteurs. Ils m'ont dit non, c'est bien, la poésie est bien, mais elle est un peu hermétique. Il nous faut du roman parce que ça coule, ça court. C'est pourquoi je me suis en fait, j'ai dit qu'il faut que je passe de la poésie pour le roman. Et le temps me manque aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Je peux faire 1 mois, 6 mois sans écrire. Quand l'inspiration vient, je m'y remets. Alors, d'où ce temps. Alors, oui, une question. J'ai une autre question, mais la question n'est pas en rapport étroit avec le livre. Oui. Ma question vous concerne particulièrement. J'ai cru lire quelque part que vous avez fait la littérature et tout à l'heure vous avez également dit que vous avez commencé à écrire depuis la classe de 4e, c'est ça? Oui, 5e. Voilà. Donc est-ce que c'est parce que vous avez eu cette révélation, si je peux appeler ça comme ça, d'écriture, que c'est ce qui vous a orienté à faire littérature par la suite, ou c'est parce que, je sais pas, vous aviez prévu faire la littérature depuis longtemps, en fait? Ok. Justement, je n'ai pas prévu faire littérature, mais c'est par rapport aux notes que j'avais depuis la classe de 6e. Donc, j'avais de bonnes notes dans des matières littéraires, concrètement en matière scientifique. Alors, je ne m'intéressais même pas trop à la lecture. J'étais excellent en espagnol, en philosophie et en français. Raison pour laquelle, puisque je voulais réussir, je n'ai pas vu l'important d'aller
me faire bloquer dans les séries scientifiques. Donc il fallait donc prendre le chemin qui m'était directement ouvert. Oui, C'est comme ça que je me lance dans la littérature, dans les séries scientifiques, littéraires. D'accord. Également. Alors, est-ce que on va parler de comment est-ce que votre public a accueilli cet ouvrage, ceux qui étaient habitués à recevoir des poèmes, des recueils de poèmes de vous, ont dorénavant un roman de leur auteur peut-être préféré, comment Le Silence des Fauchés, comment votre public a accueilli cet ouvrage? Il a vraiment été accueilli favorablement. Ils m'ont dit, Biloua, voilà quand même quelque chose de vrai et de bon. Qui n'est pas aussi compliqué que la poésie. Voilà quelque chose qui coule, qui parle de nos problèmes réels de façon pragmatique. Or, dans la poésie, c'est un peu dissimulé. Donc, ce n'est pas évident. Or, ici, ça saute aux yeux. On prend le thé pas à pas. On se transporte, on se laisse emporter par l'histoire que nous avons entre les mains, l'histoire que nous lisons. On se laisse emporter, on se laisse transporter même. On se dit qu'on est en train de vivre la scène en face en lisant ce roman, parce que le roman, c'est un genre vraiment qui permet de s'évader, contrairement à la poésie. Alors, parlons également de votre métier d'interprète, parce que vous êtes également interprète de français, espagnol. Alors, est-ce que vous pensez qu'au regard de ce métier-là, est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est favorablement accueilli, qui est bien accueilli dans notre environnement culturel ici au Cameroun? Bon, c'est un métier, c'est un bon métier, mais malheureusement, il n'y a pas de grandes ouvertures ici au Cameroun. Justement parce que on n'a pas assez d'expatriés. Donc il faut qu'il y ait des blancs qui viennent là, qui ne comprennent pas français, afin qu'on se mette en situation d'interpréter ou alors de traduire. Donc ce n'est vraiment pas facile, ce n'est pas évident. Bon, peut-être dans les cours, dans l'enseignement, ça passe parce qu'on apprend les langues chaque jour. Et dans les gens aussi qui voyagent viennent parfois me voir pour apprendre les langues. Enfin, l'espagnol, il y a d'autres qui vont en Espagne et la condition, c'est savoir parler l'espagnol. Donc, dans ces conditions-là, ça passe, mais c'est pas vraiment facile. D'accord. Est-ce que vous pensez justement que c'est un métier, le métier d'interprète, on reste sur le métier d'interprète, est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir au Cameroun, ou alors c'est un métier d'ici peu qui va disparaître? Parce qu'avant, on avait tendance, quand moi j'étais au lycée, il y avait des filières que quand on entendait parler, on dit, bon voilà, je vais être interprète. Quand on était jeune, je vais être interprète. Les réponses de nos aînés nous disaient que vous allez interpréter quoi, où, ici au Cameroun. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir quand même au Cameroun et d'ici peu, qui pourra permettre de nourrir, qui pourra nourrir son homme facilement, qui sera mieux apprécié, qui sera mieux valorisé? Oui, justement, ce métier a vraiment de l'avenir, des lendemains meilleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la mondialisation. Donc, il y a les expatriés qui viennent chaque fois, à chaque moment. Donc, le monde formant déjà une seule univers. Donc, ça a vraiment de l'avenir. On aura toujours besoin des interprètes. Vraiment, il y aura toujours un besoin. D'accord. Alors, Noël, une autre question. Oui, justement, toujours en rapport avec le métier d'interprète, moi je veux savoir qu'est-ce qui vous a motivé à allier littérature et espagnol, parce qu'on sait tous que peut-être à l'université de Yaoundé 1, Guayaquil, la filière littérature et la filière espagnole sont deux filières différentes. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire et l'espagnol et la littérature? Forcément, vous avez trouvé un rapport entre les deux, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a donc motivé à faire les deux, espagnol et littérature? Ok, merci pour la question. La littérature, en fait, l'espagnol est comme le français. Ça veut dire quoi? Quand on est à l'université, à partir du niveau 3, on doit se spécialiser. On doit prendre soit la littérature, soit la langue. Ce qui fait donc que quand on apprend l'espagnol à l'université, on parle d'études ibériques à l'université, on nous impose en complémentaire le français. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas fait le concours de l'école normale, ou le concours de l'ENAM par exemple, je ne veux pas aller écrire en espagnol. C'est pourquoi le français, la littérature française est une obligation jusqu'au niveau 3, voire même au niveau 4. Donc je fais ces cours comme quelqu'un qui fait l'école moderne française. Ce qui fait donc qui enseigne l'espagnol peut facilement enseigner le français. En fait, ce n'est que la langue, le code qui change. Si on dit A7 en français,
la grammaire est pareille, hein. Ce n'est que la langue qui change. Donc, il n'y a vraiment pas une différence en tant que telle. Les deux vont ensemble. D'accord. Alors, Monsieur Olivier Billois, le terme les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais ne sont pas attachés au livre. Si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans un livre. Mettez cela dans un livre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là, de ce discours-là qu'on rencontre, qu'on entend tous les jours, de plus en plus avec l'arrivée du numérique? Et on a tendance à croire que le livre papier disparaît au détriment du livre numérique. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Ok, les Camerounais ne lisent pas. C'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs de la culture. Voilà, de la culture, qui complique même le monde de l'édition, qui décourage même les jeunes à écrire. Ouais. Or, il y a des jeunes talents, ils ont des manuscrits dans des tiroirs, mais quand ils pensent qu'ils vont écrire, mais ils ne vont pas vendre, bon, ils se découragent. Ouais. Mais je pense qu'il est grand temps d'attirer l'attention des Camerounais pour leur faire comprendre que la lecture est une bonne chose. Vraiment, le livre papier reste toujours quelque chose d'utile, d'importantissime. C'est même ça qui va soigner notre façon de parler, de s'exprimer. Donc, les Camerounais deviennent de plus en plus conscients. Pourquoi? Parce que les gens me demandent des exemplaires. Ils lisent, ils sont intéressés, ils font des petits commentaires, des notes de lecture. Donc, c'est surtout l'extrême pauvreté. Par exemple, le livre coûte 5 000 ou 10 000. Quelqu'un voit là, c'est 5 000 ou 10 000. Il a faim. Donc, pour lui, acheter un livre à 5 000 ou 10 000, c'est compliqué. Oh, il a d'abord faim. Il veut d'abord satisfaire le besoin de son humain, disons-le. Donc, mais je pense que ça va aller. Les Camerounais deviennent de plus en plus conscients. Et en réalité, ne lisent pas. Mais on doit les sensibiliser. D'accord. Est-ce que vous pensez que le ministère de la Culture devrait accompagner les auteurs au Cameroun et même les éditeurs, c'est-à-dire dans le processus d'édition qu'on connaît très complexe au Cameroun? Est-ce que vous ne pensez pas que le ministère de la Culture devrait accompagner les maisons d'édition pour pouvoir faciliter la tâche aux auteurs et aux éditeurs en même temps? Bien sûr, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons depuis, comme ça se passe partout dans les autres pays en Europe. L'État finance et ici l'écrivain est voué à son propre sort. Même l'édition est même compliquée. Donc les maisons d'édition à compte d'éditeurs n'existent même plus ici au Cameroun. Maintenant, c'est à compte d'auteur ou alors à compte des démis, c'est-à-dire une partie pour l'auteur, une partie pour l'éditeur qui doit se joindre au départ pour pouvoir éditer l'ouvrage. Beaucoup peut se retrouver les contrats les maisons d'édition à compte d'auteur parce que on constate que les auteurs, les éditeurs, quand on investit dans un ouvrage, récupérer cet argent qui a été dépensé est très très compliqué parce qu'il faudrait convaincre le Camerounais, il faudrait convaincre le lecteur de pouvoir acheter le livre, de pouvoir convaincre également sur l'efficacité, l'importance de l'ouvrage qu'on a entre les mains. Et alors, est-ce que vous pensez également que le silence des fauchés, le résultat que vous avez vous permettra également de continuer à écrire, de continuer à garder votre plume d'écrivain? Oui, ça me galvanise. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes que cette situation décourage parfois à dire, bon voilà, au regard de ce que j'ai dans mon tiroir, je préfère garder que d'avoir trop de tracasseries, des maux de tête et autres. Oui, justement, je ne pourrais pas me décourager. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir un livre en main comme celui-ci que d'avoir un manuscrit dans le tiroir. Ce qui est sûr, je sais que même de façon posthume, ce livre trouvera un public favorable. Ouais. Donc, je sais qu'il y a de l'avenir. Et j'ai espoir, et donc je ne pourrai jamais me décourager. D'accord. Alors, pour parler du processus d'édition, est-ce que ça a été facile justement d'être accepté par une maison d'édition? Est-ce que ça a été facile vraiment que votre livre soit édité dans son entièreté, parce il faudrait remarquer qu'il faudrait faire savoir que par moment vous faites parvenir votre manuscrit à un éditeur et puis après relecture et correction, il vous fait savoir qu'il y a des choses à changer. Parfois, plus de la moitié du livre est reformulé. Ça vous fait comment? Quelle était dans votre cas votre difficulté du processus d'édition de votre ouvrage? Ok, j'ai vraiment eu des difficultés parce que j'ai envoyé mon manuscrit à près de 6 ou alors 8 maisons d'édition. Wow, 8. Oui, en ligne. Camerounaises? Non, pas camerounaises, en ligne.
J'ai eu des Parmi les résultats. 8, il y avait des maisons d'édition camerounaises quand même. Non, pas encore. Voilà. Tout ça, c'est en ligne parce que là-bas, c'est mieux, c'est facile. Ouais. Et j'ai eu des avis favorables, 6 avis favorables et 2 avis non favorables. Ouais. Et le comble dans tout ça, c'est que malgré le fait que j'ai eu des avis favorables, il fallait débloquer des faramineuses sommes d'argent pour des corrections, de ceci, de cela. Bon, là, on m'envoyait toujours le contrat. Je lisais le contrat, mais je ne signais pas le contrat. Parce que la somme demandée était très élevée. Oui, oui, c'était vraiment élevé, des millions, à hauteur des millions, que je peux gagner combien dans ça. Donc, c'est juste une passion. J'ai donc un ami, pas un ami, c'est un confrère, il a écrit aussi. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a donné le numéro du professeur Ndé. Professeur Ndé, c'est un éditeur. C'est comme ça que je l'envoie par WhatsApp, mon manuscrit. Bon, ça fait un mois, il ne me répond pas. Après, il me répond, il me dit que c'est favorable. Et il m'a dit qu'il va falloir faire certaines corrections. Il a corrigé. Et il m'a dit que c'est vraiment intéressant. C'est comme ça qu'on sommes arrivés à publier cet ouvrage ici au Cameroun. Ouais. Donc, ça a vraiment couru. Donc, je le remercie véritablement. D'accord. Alors, on reste à quelques minutes de l'émission. Je pense qu'on va prendre hashtag, la rubrique hashtag, pour se détendre un peu. On se retrouve derrière. Press start. La sauce gombo, le bébé, ça nous permet un peu de se détendre, hein, de commencer à prendre la température du week-end, hein, Noël. Ah, oui. Ce genre de détente, ce genre d'émotion qu'on gagne à pouvoir se détendre un peu, à pouvoir changer d'humeur après une longue semaine de travail. Cette vidéo, est-ce que ça t'a pas un peu fait du bien? Ça te fait penser à quoi? Si, cette vidéo m'a fait du bien, d'autant plus que il s'agit là, on avait en face de nous là une femme ronde, Voilà. qui n'avait justement pas honte de ses rondeurs, qui a su les mettre en valeur et qui était plutôt épanouie. Quand on sait que généralement les femmes rondes sont les plus complexées. indexées, sont les plus complexées, donc c'était Elles ont honte de se mettre, elles ont honte de danser, elles ont honte Effectivement. de s'exposer en public, elles ont honte de faire ci, ça. Mais on a vu une femme là, ronde, avec toutes ses rondeurs. Qui a su les mettre en valeur. Moi, ça me fait penser à Maman Angèle, hein. Maman Angèle qui a, avec toutes ses rondeurs, qui aime se mettre bien, qui aime rester belle, qui aime rester soi-même, qui aime se mettre en valeur malgré ses rondeurs, parce qu'il faudrait rappeler que les rondeurs, ça change pas de la beauté. Quand on est belle, même avec ses rondeurs, on peut se mettre en valeur. Voilà, effectivement. Alors, il est l'heure de la dernière rubrique détecteur de mensonges. C'est une affaire de notre jeune écrivain-interprète. Peut-être il va nous dire s'il a déjà interprété autre chose en dehors de l'espagnol ou alors en dehors de l'écriture. Hein, mon auteur, mon écrivain. Le détecteur de mensonges. C'est une rubrique très simple. Hein, entre questions-réponses. C'est très facile. On peut y aller? Sans souci. D'accord. On demande la transition à la régie et puis on se retrouve juste derrière.
Nous sommes de retour sur le plateau. Alors, je disais tout à l'heure que la rubrique, c'est détecteur de mensonges. Alors, il faut juste, je pose la question, vous répondez, vous nous dites juste la vérité et rien que la vérité. C'est comme à la barre ici. Et c'est plus que la barre même, je veux dire, parce qu'en dessous de vos pieds, il y a un appareil qui va signaler à l'antenne, le détecteur de mensonges justement, qui est en dessous de vos pieds, qui va nous signaler à l'antenne si vous nous dites la vérité après votre réponse ou alors vous nous mentez. Donc vous avez intérêt à dire la vérité parce que vous êtes là pour sensibiliser, vous êtes un écrivain, vous dénoncez les mœurs, vous êtes là pour sensibiliser la vérité et rien que la vérité. On peut y aller? Sans souci. Alors, quelle était la toute première interrogation que je vous ai adressée quand vous êtes arrivé sur ce plateau? La toute première interrogation, c'est-à-dire question. Là, je ne me rappelle plus. Alors, la toute première question, bon, je vais vous aider. Hein. Oui. La toute première question, c'était d'où nous vient Olivier Billois. Vous avez dit, vous vous souvenez maintenant? Oui, je me souviens. Voilà. C'était la toute première question. Alors, ça nous oblige hein, à vous poser une autre question un peu plus osée. Voilà, la deuxième question, elle est celle de savoir quand est-ce que se célèbre la journée mondiale de l'écrivain? Vous êtes écrivain? La journée mondiale de l'écrivain. Bon, j'en ai oublié certainement. Oh là là! Dorénavant, il faut aller noter dans votre calepin, autant pour moi. Dorénavant, sachez que la journée mondiale de l'écrivain se célèbre le 13 mars, chaque 13 mars. Donc, ça sera peut-être l'occasion pour vous de se retrouver entre écrivains pour pouvoir dénoncer, mettre sur la table les problèmes qui minent le secteur, surtout le secteur culturel au Cameroun, dans le cadre des écritures, par exemple. Alors, une question un peu plus osée que vous avez le droit de répondre, même si vous êtes marié, même si madame regarde l'émission à la maison. C'est la vérité, parce que si vous nous mentez, ça signale en dessous de vos pieds que vous nous mentez. Alors, la dernière question, elle est celle-ci. Est-ce que, en tant qu'enseignant, parce que vous êtes enseignant d'espagnol et interprète, oui. Est-ce que pendant que ça vous est déjà arrivé pendant la dispensation de votre cours d'espagnol par exemple, ou même alors l'interprétation d'une cérémonie, de tomber amoureux d'une fille qui se retrouvait dans la salle, que ce soit votre élève ou alors votre étudiante ou alors quelqu'un comme ça que vous venez de voir et puis vous avez flashé par exemple? Oui, justement, il m'est arrivé plusieurs fois. Oh là là, voilà un homme sérieux. Bravo, voilà un homme sérieux. Voilà, ça ne peut pas arrêter d'accepter qu'on a un faible, parfois on reste humain. Parce qu'il y a des hommes qui aiment penser que non, vraiment, c'est moi le héros, ils sont matures. Ils sont des héros, c'est moi, vraiment, je ne peux pas affaiblir. Moi, en tant qu'enseignant, grand pauvre comme moi, vraiment, je ne peux pas accepter à regarder une jeune fille, une simple élève. Alors, après cela, comment ça s'est passé? Vous êtes tombé directement amoureux? Est-ce que vous avez entretenu une relation déjà avec votre élève? Non, pas du tout. Je n'ai pas entretenu de relation. J'ai maté ma pulsion, malgré le fait que j'avais mal à l'intérieur de moi, mais j'ai dit non. C'était une élève, c'était votre élève ou alors Oui, c'était une élève. Est-ce qu'elle n'a pas remarqué qu'il y avait quelque chose quand même qui a... Bon, elle avait remarqué, puisque c'était en classe de terminale. Vous étiez très gentil, elle est déjà mature. Le coup tournait toujours près. Donc, elle avait remarqué. Toujours près, le prof, oh là là, elle est trop gentille. Dans les filles, vous voyez, quand un prof est trop gentil avec vous à l'école, faites attention. Mais de nos jours, on ne retrouve plus le genre de filles. Il faudrait dire que c'était une bonne fille. Parce que de nos jours, on ne retrouve plus le genre de fille qui reste sous ses gardes. C'est-à-dire, mais de nos jours dans les lycées, c'est même là où elle change de tenue. Elle met une tenue décolletée, elle change de tenue, la tenue va serrer, c'est au-dessus des genoux et autres. Bon, il faudrait tirer un coup de chapeau à cette fille-là qui est restée zen, sans s'égarer. Voilà, et à vous aussi. Un coup de chapeau. Alors, c'est la fin de l'émission. Il est l'heure de laisser l'antenne à une autre émission, à notre programme d'info télévision. Avant de partir, un extrait de cet ouvrage, Le silence des fauchés, pour que nous gardons en souvenir de quoi il s'agit réellement. Quels sont les mots que nous vivons dans cette société-là? Ok, je vais lire juste l'excipit. Ouais. Quelques années plus tard, Dan était parvenu à trouver un emploi dans une entreprise. Avant tout, il avait connu beaucoup de difficultés. Après son master, il avait présenté beaucoup de concours, mais n'avait jamais réussi, car le système était verrouillé par la corruption. D'ailleurs, cette corruption pouvait se justifier au niveau des concours. Nous sommes dans un milieu sans grandes industries pour absorber les chômeurs ou les sans-emploi. Chaque année, il y a des milliers de diplômés.
Lorsque le concours est lancé, le nombre de places est toujours très restreint. Par exemple, il y a des concours de 50 places pour 10 000 candidats. Peut-on penser que la corruption ne peut pas émerger dans de telles conditions? Wow. D'accord. Alors, on garde en mémoire que pour finir, le jeune fauché a fini par trouver du travail et améliorer ses conditions de vie. Justement, voilà. C'est ça vraiment les CEPIC. C'est ça justement les CEPIC. Alors, merci à Noël d'être passé sur le plateau du Monde en relation. C'était une première, une belle, peut-être une prochaine fois. Certainement, bien sûr, c'est assez intéressant. Merci à toi vraiment d'être passé. Alors, on remercie notre écrivain Olivier Billois, notre écrivain interprète Olivier Billois d'être passé avec son ouvrage Le silence des fauchés, que vous pouvez justement avoir, justement, que vous pouvez avoir en ligne. Également, on peut avoir cela en ligne, voilà, en ligne également dans les librairies, voilà, les librairies de la ville de Yaoundé. Vous pouvez trouver Le silence des fauchés pour pouvoir découvrir ce qui se cache réellement à l'intérieur. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour ce vendredi 12 novembre. C'était un plaisir de vous avoir sur nos antennes, de vous avoir en direct autant pour moi. Restez scotchés pour les programmes d'Info TV qui se poursuivent tout à l'heure. C'est le grand soir, une présentation de Jean-Bruno et Fangono. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour une autre nouvelle sortie du Monde en relation. Restez scotchés. Bon début de week-end à vous. Bonsoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.